Bonjour, les auditions de la commission d'enquête lancée par la France Insoumise dans le cadre du suivi du coronavirus sur les causes de cette crise, les mesures qui sont prises dans le cadre gouvernemental, est-ce qu'elles sont bonnes, est-ce qu'elles ne sont pas bonnes, quelles autres mesures d'urgence il faudrait prendre, quel monde d'après reconstruire ensuite à partir des leçons tirées dans cette crise. Dans le cadre de ces auditions, aujourd'hui, nous recevons Jérôme Pimaud. Jérôme Pimaud est le fondateur du collectif des livreurs autonomes de Paris. On va parler d'ubérisation. On va parler de la livraison de repas à domicile à vélo. Depuis quelques semaines, on a demandé aux gens de rester chez eux, de rester confinés à un maximum de personnes afin de pas continuer, afin d'éviter la propagation de l'épidémie de coronavirus. Et le gouvernement nous a dit il faut quand même que les secteurs essentiels à la vie de la nation continuent de fonctionner, continuent leur activité. Et on se demande pourquoi. Parmi ces secteurs essentiels à la vie de la nation qui continuent de fonctionner, il y a la livraison de repas à domicile. Quand on allume les applications Uber Eats ou Deliveroo, vous avez toujours la possibilité de vous faire livrer des sushis, des burgers, comme c'était le cas avant le confinement. On va parler aujourd'hui avec Jérôme Pimaud des conditions de travail de ces livreurs, des enjeux d'ubérisation qu'il y a derrière, et puis évidemment de la façon dont ces questions-là doivent être intégrées dans le monde d'après, qui ne doit pas être celui d'avant. Merci beaucoup Jérôme d'accepter de participer à cette audition. Merci à vous. Donc Jérôme, alors tu es donc comme je disais, Jérôme Pimaud, tu as créé le collectif des livreurs autonomes de Paris. Est-ce que tu peux te présenter puis nous dire d'où ça vient? Alors, j'ai cofondé le CLAP, j'étais pas tout seul. J'ai commencé à travailler pour les plateformes en 2014, en juillet 2014, pour la première en France qui s'appelait Toc Toc Toc. Ensuite, j'ai travaillé pour Take It Easy et Deliveroo. Très tôt, pour avoir assez tôt parlé avec un ami juriste, il m'a expliqué ce que c'était que la subordination, ce que je connaissais pas. J'avais toujours été salarié, j'avais toujours été subordonné sans avoir conscience de ce qu'était que cette subordination. Et en lui expliquant comment on travaillait sur ces plateformes-là, il m'a très vite fait comprendre que, en fin de compte, j'étais pas un indépendant, que j'étais pas un auto-entrepreneur, ou du moins que si j'étais un auto-entrepreneur, la plateforme qui m'embauchait à l'époque se servait de ce statut pour faire ce qu'on appelle maintenant, ce que tout le monde sait être du salariat déguisé. On l'a vu par rapport à tout un tas de procédures qui ont fini par aboutir, que ce soit pour Uber, pour Deliveroo, pour Take It Easy, pour les autres plateformes. Et donc, très tôt, il a fallu commencer à informer l'opinion publique, en fait, et tout un tas de gens, que ce soit évidemment la presse, les chercheurs, les syndicalistes, les politiques, puis évidemment les clients potentiels. Et donc, ça a commencé sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, et puis jusqu'à ce qu'en 2017, quelques livreurs étudiants se réunissent à l'issue d'un rassemblement qu'on avait fait place de la République en mars 2017. Et puis donc, on s'est tous réunis et on a fondé ce qu'on appelle le CLAP, le collectif des livreurs autonomes de Paris, qui s'est depuis révélé comme étant le principal fournisseur d'informations, que ce soit des chercheurs, encore une fois, et surtout de la presse, puisque tous les articles qui traitent d'ubérisation sont souvent à l'issue d'un travail qui est fait des journalistes en nous consultant. Et en fin de compte, voilà, le CLAP et puis quelques syndicats de province aussi qui rejoindront la bataille à peu près à la même époque, en 2017, se sont révélés être les référents de la vérité de ce qui se passait chez les plateformes pour sortir un petit peu du discours et des communiqués de presse que balançaient régulièrement les entreprises, les sociétés, les plateformes. Donc voilà, c'est un petit peu comme je dis, le social qui était censé disparaître dans cette plateformisation, dans cette ubérisation, puisque les travailleurs devaient être indépendants, isolés, atomisés. Donc le social devait disparaître. En fin de compte, il s'est très vite recréé via notamment les réseaux sociaux. Et Twitter a été notre principale arme de diffusion d'informations pour tout ce qui est opinion publique. Après, c'est vrai que sur les livreurs entre eux, les communautés s'organisent autour de groupes Facebook, de messageries Telegram, WhatsApp. Et donc, on arrive comme ça à avoir des informations d'un côté sur les messageries de la communauté qu'on diffuse via la presse et via les réseaux sociaux, Twitter. Donc voilà un petit peu ce qu'est le CLAP. On a fait pas mal d'organisations, de manifestations dès 2017.
Et puis, de fil en aiguille, les années sont passées et des gens ont commencé à nous appeler parce qu'ils avaient une problématique à un endroit précis. Les livreurs du CLAP ont souvent arrêté leur métier, mais par contre, le CLAP est resté en tant qu'entité qui avait construit un réseau média, un réseau militant. Et donc, quand il y avait un groupe de livreurs qui avaient une problématique, à Paris, évidemment, en région parisienne, voilà, souvent on avait des contacts, ces gens-là contactaient le CLAP pour qu'on les aide à faire une manifestation, à diffuser un petit peu leurs problématiques, ce qu'on fait depuis donc 2017, 2018 et puis jusqu'à maintenant. On relaye pas mal de choses aussi au niveau national sur nos réseaux et encore une fois, c'est comme ça qu'on a construit un petit peu la crédibilité de nos informations, puisque jamais ce qu'on a diffusé n'a été démenti, n'a pu être on va dire, démonté par quelques journalistes que ce soit. Au contraire, les journalistes vont même des fois plus loin que nous, parce que certains se sont inscrits sur des plateformes, ont fait ce métier-là pendant quelques jours ou quelques semaines, et ont révélé eux-mêmes des choses encore pires que ce qu'on avait, nous, pu avoir accès. Donc voilà ce qu'est le CLAP. Et donc évidemment, à l'heure qui nous occupe maintenant, c'est-à-dire la crise du coronavirus, on a évidemment toute visibilité sur ce qui se passe sur le terrain et j'ai comme l'habitude de dire un petit peu le doigt sur le pouls de cette communauté qui là, ces derniers temps, est montée, on va dire, dans les tours parce que le pouls s'accélère, parce que les choses deviennent très très graves. C'est pas juste qu'on risque un accident à un carrefour ou un feu rouge, c'est que là, pour le coup, on risque sa vie devant chaque digicode, dans chaque immeuble, devant chaque restaurant devant lesquels on côtoie, ou les restaurateurs, ou les autres livreurs, ou les clients chez eux, tout simplement. Donc oui, pour le coup, on est dans une forme de terreur ou d'angoisse en ce qui concerne notre métier. Et d'accord, donc donc tu nous expliquais d'abord comment le CLAP, en fait, vous avez réussi à former une espèce de syndicat des livreurs, alors même que les conditions n'étaient pas réunies, faciles, comme dans une usine où tu as tous tes collègues autour de toi. D'ailleurs, je crois qu'un des slogans du CLAP, c'est la rue et notre usine. Donc, vous avez réussi à surmonter les difficultés qu'il y a dans la mobilisation de, comme tu disais, travailleurs atomisés, dispersés, dispatchés. Et peut-être avant d'en venir au coronavirus, donc je crois qu'il y a eu les actions de mobilisation, mais il y a aussi eu des recours au niveau juridique pour la requalification des contrats, la requalification en contrat de travail de la relation entre le livreur et les plateformes. Oui, alors pour en revenir à la fédération, on va dire, en syndicat, ce qui s'est passé très très tôt, je vous parle de ça, on était en 2015, on était chez Take It Easy, Deliveroo n'était même pas encore arrivé en France. Et on s'est très très vite aperçu que si en effet on était tous un petit peu atomisés les uns les autres dans la rue, on était amenés souvent à se croiser devant les restaurants où on attendait les commandes, ou des fois, par exemple, chez Take It Easy, on avait pris l'habitude de se réunir place de la République parce que c'était un petit peu l'épicentre de tous les restaurants qui gravitaient dans le 10e, dans le 11e, dans le 9e arrondissement. Donc, on arrivait à 18h, 18h30, on se posait, on discutait, et puis ensuite, les premières commandes arrivaient et on se diffusait, on partait tous un petit peu dans chaque côté comme une étoile. Mais avant, voilà, on créait du lien. Et donc, très, très tôt, on a créé un groupe Facebook chez Take It Easy. Et puis, en fin de compte, on s'est aperçu qu'en fin de compte, ces messageries, ces outils, que ce soit Facebook, et puis ensuite Telegram, et puis ensuite WhatsApp, et puis pour certains même Discord, on s'est très très vite aperçu que ce téléphone qui était notre outil de travail nous permettait aussi, en switchant, en zappant sur une application de messagerie, de s'échanger des informations. Et donc là, de commencer à construire des revendications. Parce que très très tôt, les plateformes, après qu'on ait connu l'aspect un petit peu, séduction, l'appel de la séduction, on était bien payé, quasiment même des fois, quand on ne travaillait pas, on était payé, on avait des bonus pour nous attirer. Le but, c'était qu'il y ait des gens disponibles dans la rue, qu'ils roulent ou qu'ils ne roulent pas, le temps que les premiers clients arrivent. Donc voilà, on était payé à attendre, et donc, en attendant, on échangeait. On échangeait au départ des blagues, des trucs et astuces, des bons plans. Et puis, quand les avantages ont commencé à disparaître, quand les prix ont commencé à se tendre, à se réduire, là, on s'est servi des messageries pour construire des revendications, pour construire déjà des groupes de réflexion et ensuite de revendications.
Donc, on voit bien comment, en fin de compte, l'atomisation voulue, préparée par les plateformes, s'est révélée être un échec parce que très, très tôt, l'outil de travail s'est révélé être une arme. Je prends souvent l'exemple des moines Shaolin en Chine qui ont fait de leurs outils agraires des armes de défense contre les bandes de brigands. En fin de compte, c'est un petit peu la même chose. Et donc, la deuxième partie de la question, c'était, pardon, j'ai plus de son. J'ai plus de son. Je ne t'entends plus. Oui, pardon, j'avais coupé mon micro. Oui, c'était au niveau des actions menées pour la requalification en contrat de travail. Ça, c'est une Oui, action aussi syndicale menée par le CLAP. voilà. Alors donc, revendications, donc déjà les premières manifestations, ces choses-là, nous ont donné en effet une visibilité. On a rencontré notamment un avocat qui s'appelle Kevin Mention très très tôt, puisque c'était en 2016, c'est ça, en 2016, Kevin Mention qui s'est révélé être l'avocat sur la place de Paris qui était le plus motivé pour s'occuper des livreurs, puisqu'il avait été touché directement par un ami qui était livreur et qui lui avait fait part en effet de ces problématiques. Et donc, on l'a rencontré en 2016 et puis c'est devenu le livreur, j'allais dire, l'avocat qui a su agréger, en fin de compte, un maximum de dossiers. Ça a commencé par Take It Easy et puis Foodora, pour lequel il avait pas mal d'informations aussi, et puis Deliveroo ces temps-ci. Et donc, voilà, il a porté tout un tas d'affaires. Il a une centaine d'affaires qui ont été portées, notamment chez Take It Easy, puisque je disais c'est la première plateforme sur laquelle il a travaillé. Il en est à presque 1 million de dommages et intérêts de récupérer sur tout dossier confondu. Il a porté la première affaire de Deliveroo devant les prud'hommes l'année dernière. Il a eu son résultat, en fin de compte, malgré un report en départage qui a un petit peu allongé la temporalité du procès. Il a finalement réussi à gagner son procès en février dernier. La juge en départage a requalifié le livreur de Deliveroo. Ce qui est important parce que c'était la première fois qu'une plateforme encore en exercice, on avait beaucoup parlé jusqu'alors de Take It Easy ou de Foodora, là pour le coup Deliveroo qui était encore existante puisque Foodora a disparu, était attaquée à sa base. Et donc voilà, ça permettait de se dire qu'une plateforme, bien qu'étant encore là, n'était pas à l'abri d'une requalification qui souvent avait été, soulevé par nos opposants en disant oui, mais de toute façon, Take It Easy, c'est une plateforme qui a disparu, ils bossaient d'une certaine façon, maintenant Deliveroo ne bosse plus pareil, Foodora, ils nous sortaient la même chose. Là, pour le coup, Deliveroo travaillait toujours et les méthodes de travail d'un livreur sont comme elles sont normalisées, comme elles sont standardisées. Deliveroo, son travail, c'est de faire du management algorithmique, donc que tout le monde soit, entre guillemets, à la même enseigne. C'est pour ça qu'on parle de salarié déguisé, hein. C'est parce que personne n'est indépendant, tout le monde est normalisé, parce que tout le monde est un numéro, un identifiant, en fait. Donc, le fait qu'il y ait un livreur qui a été requalifié, c'est ce qu'on appelle un cas d'école ou je ne sais plus quel terme ça porte aussi, un cas d'espèce qui fait qu'en fin de compte, oui, on peut très bien considérer que tous les livreurs Deliveroo soient requalifiables. Et puis, évidemment, ça amène à penser aussi que tous les livreurs Uber Eats, eux aussi, fonctionnent de la même façon, puisque la plateformisation, elle fonctionne toutes de la même façon, c'est de la normalisation. C'est de l'hyper-normalisation, puisqu'on parle d'algorithmes qui nous gèrent. C'est même plus des gens comme des dispatchs dans une boîte de courses classique avec quelques salariés. Il y a un dispatcher qui envoie les courses au fur et à mesure, à la main, on va dire, aux gens. Là, c'est un algorithme qui s'occupe de ça. Donc, on voit bien qu'on est hyper statistifié, en fin de compte, hyper algorithmé. Ce qui nous amène à penser que oui, en effet, c'est très facile pour maintenant la justice de requalifier à tour de bras parce que rien n'est aucun livreur, on va dire, n'est un cas particulier. Alors maintenant, revenons donc sur la crise du coronavirus qu'on vit depuis plusieurs semaines. Donc tu disais tout à l'heure que donc, le livreur doit exercer son activité dans des conditions très risquées d'un point de vue sanitaire, c'est-à-dire toucher l'interphone, le digicode, les poignées de porte, se balader dans les rues, aller à un resto. Et donc on a beaucoup entendu parler de la livraison sans contact qui est proposée par les plateformes. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ça? Alors déjà, l'avantage que j'ai par rapport à toute cette, on va dire, cette lutte, c'est que j'ai grandi dans un restaurant.
Ma mère avait un restaurant et c'était une restauratrice comme il faut, mais par contre, elle me racontait souvent beaucoup de choses parce qu'avant d'avoir son propre restaurant, elle avait travaillé dans d'autres restaurants chez qui ça se passait pas super bien. Et déjà, il faut connaître la restauration pour bien comprendre à quel point on est à l'heure actuelle dans une situation très très complexe en fait, et voire très dangereuse. Beaucoup de restaurants qui se servent des plateformes pour dire, acquérir de la visibilité sont des restaurants qui ne sont pas des restaurants, on va dire, de père en fils. C'est souvent des gens qui ont une carrière avant et qui ouvrent un restaurant parce que voilà, la junk food, comme on dit maintenant, est on va dire, un secteur en pleine effervescence. Sauf que c'est des gens qui n'ont pas forcément les réflexes. Je parle d'hygiène, en fait. Quand l'hygiène débarque dans un restaurant, il faut voir le traumatisme que ça fait chez les restaurateurs parce qu'ils fouillent partout. Parce que oui, en effet, l'inspection d'hygiène, son but, c'est qu'un minimum de clients soient potentiellement exposés à des risques d'infection ou d'infection alimentaire. Et quand on sait, nous, les livreurs, comment fonctionnent les restaurants, qui sont, je vous dis, qui ne sont pas des grandes brasseries avec des dizaines d'employés, avec des super enseignes qui sont là depuis 150 ans, sont souvent des gens qui font ça, voilà, on va dire un petit peu à l'arrache. Le tout, c'est de faire du chiffre. Hein. Quand on les voit travailler, nous, déjà hors contexte du coronavirus, on n'irait pas manger dans tout un tas de restaurants qu'on livre. Ok. Je pense notamment à l'effervescence des tacos qui a poussé comme une champignonnière ces dernières années et qui, pour le coup, sont assez inquiétantes quand on connaît l'envers du décor. Et donc, déjà rien que de connaître ça, dans un contexte classique, ça ne donne pas envie d'aller manger. Quand on voit maintenant que les plateformes ont eu l'autorisation gouvernementale de continuer à exercer la livraison pour subvenir, on va dire, à la survie des commerces d'alimentation, quand on sait ce qui se passe dans les cuisines, quand on connaît la grande majorité du peu de précautions qui est pas prise par les livreurs, parce qu'il est là le problème, c'est que l'ubérisation, c'est la déresponsabilisation de l'enseigne, du donneur d'ordre, Uber Eats, Deliveroo, la déresponsabilisation sur le dos des livreurs. C'est les livreurs qui prennent les risques et qui prennent les responsabilités. C'est eux qui sont censés avoir créé leur entreprise et donc être responsables de tout un tas de choses, notamment la chaîne logistique, ou du moins la livraison. Dans un contexte hors coronavirus, déjà, on avait vu que les plateformes avaient fait en sorte d'aller chercher, via les prix qui baissaient, les couches les plus basses de la société pour faire de la livraison. Et c'est pour ça qu'en 2016, on pouvait stéréotyper un livreur comme étant un jeune étudiant blanc intramuros à Paris, et qu'en 2020, un livreur type est un réfugié, un migrant, qui a un téléphone qu'on lui a prêté, qui a un vélo sorti d'on ne sait où, et qui parle à peine français. C'est pas une image d'Épinal, puisqu'il n'y a pas très très longtemps, je discutais avec une journaliste de l'AFP qui connaît un petit peu bien le sujet, parce que ça fait un moment qu'elle nous suit, et elle avait été surprise de voir dans les reportages télé, que ce soit France 2, M6, BFM, elle avait été surprise de voir des livreurs qui s'exprimaient correctement et qui étaient blancs. Et elle m'a dit, c'est bizarre, j'avais pas l'impression que c'était des gens très représentatifs. Oui, voilà, j'ai pas inventé son constat. Elle passe son temps, en effet, à aller, quand elle fait un sujet sur les livreurs, à aller dans la rue. Et les livreurs qu'elle voit en masse, c'est pas des blancs qui s'expriment correctement. C'est des gens qui sont des migrants et qui parlent à peine français. Donc, c'est pour ça, c'est ce qui me fait dire que quand le gouvernement nous a sorti ce guide de bonnes pratiques, la chose qu'il aurait dû faire en premier, c'est le traduire en une quinzaine de langues, parce que la majorité des gens ne le liront pas, ne sauront pas le lire, parce que déjà, ils parlent à peine français, donc le lire, c'est aberrant. J'en appelle? Non, pardon. Et donc, en fin de compte, ce qui nous inquiète, nous, au CLAP, quand je disais tout à l'heure qu'on a le doigt sur le pouls, c'est qu'on sait très bien que tous les gens qui sont dans la rue à l'heure actuelle sont des gens, donc déjà, qui n'ont pas lu ces règles des bonnes pratiques, et qui surtout sont les gens les moins responsables et sont déjà très, très précaires, et font ce travail-là souvent en dépit du bon sens. J'en ai vu combien remonter des avenues à sens unique avec le téléphone dans une main, pas de casque, pas de lumière, en pleine nuit, et le téléphone, voilà, le nez sur le téléphone dans une avenue en sens unique. Hop là, pardon, je t'avais perdu. Donc on voit bien que déjà,
que ces livreurs-là prennent des risques insensés à leur compte. On voit des gens en vélo sur le périphérique, des choses comme ça. Donc, ces gens-là déjà prennent des risques. Ça veut dire que les plateformes ont conscience de ça. Elles ont été chercher les couches les plus basses de la population pour faire de la livraison. Parce qu'en effet, ça fait appel à aucune qualification. Il faut des compétences qu'on acquiert très, très vite parce que c'est l'instinct de survie. Mais plus les gens sont pauvres, plus ils sont dépendants, moins ils sont revendicatifs. Et donc, ça fait toujours ça de moins dans des collectifs comme le CLAP ou comme les syndicats CGT en province. Donc, évidemment, dans un premier temps, c'était tout bénef, on va dire, pour les plateformes d'aller chercher ces gens-là. Sauf que là où le problème se pose, c'est quand on se retrouve face à une crise sanitaire où là, pour le coup, il faut être hyper consciencieux, hyper responsable, et qu'on se retrouve face à ces gens-là qui ne le sont pas. Ça pose un vrai problème. Pour l'instant, tous les livreurs que je connais dans mon entourage proche, on va dire, j'ai un entourage à peu près d'une trentaine, une quarantaine de livreurs avec qui je communique régulièrement, que ce soit sur Facebook, sur Telegram, sur WhatsApp ou sur Twitter, on se suit. 80% de ces gens-là ont arrêté de travailler. Ou parce qu'ils sont malades, ou parce qu'ils ont développé des symptômes, on ne sait pas s'ils ont le Covid parce qu'il n'y a pas de test, ou parce qu'ils ont développé les symptômes, ou parce que, en fin de compte, ils n'ont pas envie de ramener ça chez eux. Ils ne sont pas malades, mais ils habitent avec leurs femmes, avec leurs enfants, avec leur famille, papa, maman, les grands-parents. Ils n'ont pas envie de ramener ça chez eux, donc ils ont arrêté de bosser. Ceux-là, les responsables, les consciencieux, ont arrêté de bosser. Le problème, c'est que dans la rue, ne restent que tous ceux qui sont ceux qu'on appelle les balèques. Ceux qui font ça, on va dire, en dépit du bon sens et en dépit de toute responsabilité. Encore une fois, tant que c'était qu'un risque d'accident qui leur était propre, déjà c'était dramatique, mais bon, ça ne m'engageait que. Là, pour le coup, ça engage tout un tas de gens. Juste une précision, Jérôme, en fait, là, on a bien compris qu'en fait, sur le profil des livreurs qui a changé entre 2016 et 2020, et justement, là, les gens dont tu parles, que tu as dans ton entourage, les 30-40 livreurs qui ont arrêté de bosser, ils ne font pas partie de cette nouvelle catégorie de livreurs que tu appelles les balèques, justement, et qui ne savent pas lire, qui ne savent pas parler français. Ils sont encore sur l'ancien profil, on va dire, Ou ils sont sur l'ancien profil, on va dire, socioculturel, ou alors ils sont sur un profil de jeunes travailleurs issus des quartiers, mais c'est des gens qui ont compris les choses. Enfin, je veux dire, il y a un parallèle assez saisissant entre les gens que j'ai dans mon entourage qui sont des livreurs militants, avec lesquels on va devant les délivres auditions pour sensibiliser les autres, donc les militants, et ceux qu'on a en face de nous, justement, quand on sensibilise, ceux qui continuent à travailler, qui des fois essayent absolument d'aller chercher leurs commandes. Donc ces gens-là sont des gens qui ne sont pas responsables parce qu'ils n'ont pas compris dans quel schéma ils étaient. Je parle de ça hors Covid-19. Déjà, au niveau social, il y a ceux qui sont conscients, donc ceux qui deviennent militants, et ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont amenés potentiellement à le devenir, mais ceux qui ne le sont pas encore. Et donc là, on se retrouve dans cette crise qui nous occupe, face au même schéma de ceux qui sont conscients et qui ont compris que leur plus grand intérêt à eux et à leurs proches, c'était de rester chez eux, pour ne pas propager, pour être confinés, pour participer à ce que j'appelle l'effort national de confinement. Et puis, il y a tous les autres qui, de la même façon, qui se foutent complètement du schéma antisocial dans lequel ils sont d'ordinaire, continuent à rouler sans prendre aucune précaution parce que de toute façon, ils sont jeunes, ils sont forts, ils sont invulnérables parce qu'ils sont post-adolescents, ils sont très jeunes pour certains. Et puis voilà, c'est de la même façon qu'ils vont rouler n'importe comment sur le périphérique ou qu'ils vont prendre des sens interdits. Est-ce qu'il y a un lien entre le degré est-ce qu'il y a un lien entre le degré de précarité et le fait de continuer ou pas aussi à travailler? Non, je ne dirais pas qu'il est là, en fin de compte. Je ne fais pas de corrélation parce qu'il y a des gens que je connais qui sont des gens qui sont précaires, mais qui ont quand même pris conscience de ça. Non, pour le coup, je ne saurais pas dire à quoi c'est lié. Je pense que c'est lié à une dépendance, à une hyper-dépendance, en fait. Et c'est pour ça qu'on voit que les gens, il y a un profil type du gars qu'on a, ce qu'on appelle le balèque, en fait. Je ne vais pas rentrer dans la précision de ce qu'est ce terme-là, mais j'utilise les termes de la rue parce que c'est un petit peu ce que j'entends tous les jours. Les balèques, ou on dit les schlags aussi. Schlag. Ceux qui bossent n'importe comment et n'importe quand. Et n'importe où, bref. Le côté un petit peu n'importe qui. Ces gens-là, pour beaucoup, souvent, c'est des très jeunes qui sont appâtés par l'appât du gain,
on peut faire 100 balles par jour. J'ai entendu dire que des mecs faisaient 1000 balles par semaine. Ouais, les mecs qui font 1000 balles par semaine, ils roulent 100 heures, quoi. Ils sont connectés 100 heures. 100 heures par semaine, bonjour le droit du travail. On est post-1936, pré-1936. Donc, on voit bien que ces gars-là, ce qu'ils veulent, c'est faire de l'argent. Et donc, faire de l'argent dans un contexte Covid-19 où il faut se passer du gel hydroalcoolique toutes les 30 secondes sur les mains. Déjà, il faut en avoir du gel hydroalcoolique. Il faudrait limite rien toucher, ou à chaque fois qu'on touche un digicode, un interphone, une poignée de porte, un ascenseur, il faut se passer du gel. C'est pour ça qu'on invite les clients à descendre. Mais inviter un client à descendre, ça veut dire l'appeler quand on arrive, attendre qu'il descende. S'il descend, tergiverser avec lui s'il n'a pas envie, bref. Donc, ce qui fait que la majeure partie de ces livreurs-là montent dans les étages. Et puis, évidemment, appuie sur tous les boutons des parties communes avec des gants ou les mains à nu, mais de toute façon, propage, en fait. Il n'y a pas longtemps, un reportage sur M6 qui a été construit pour illustrer justement le contexte hyper sécuritaire des restaurateurs, des restaurants qui étaient devenus des laboratoires avec des marques jaunes au sol, des mecs avec des masques, des timers pour changer les masques et les gants toutes les 30 minutes. Ok, c'était super bien. On voyait le restaurateur avec son masque qui parlait à la presse, sauf qu'il y avait des images d'illustration de livreurs dans les mêmes temps, qui avaient été 3 livreurs. Les 3 livreurs qu'on voyait, ils prenaient les sacs à pleine main, avec leurs gants de moto ou quoi que ce soit, et ils mettaient le sac du repas dans son sac, alors que les conditions, les règles le guide des bonnes pratiques, mis en place par Cédric O, le secrétaire d'État des numériques, et qui a été ensuite développé, diffusé par les plateformes. Il nous dit bien, ce guide des bonnes pratiques, qu'en fin de compte, le restaurateur doit lui-même mettre le sac du repas dans le sac à dos du coursier. Le coursier, le livreur, ferme son sac, ne touche pas le repas, va chez le client, ouvre son sac devant le client, se recule à distance, et le client prend le sac du repas. Sauf que dans ce reportage, les 3 livreurs prenaient le sac du repas avec leurs gants de moto. Donc, on voit bien qu'en fin de compte, le drame, il est là. Le drame, il est là, c'est que même sans le faire exprès, ce reportage nous montrait qu'aucun des livreurs ne suivait les procédures. Et les quelques livreurs pour lesquels on nous a demandé, des journalistes nous ont demandé de mettre en contact avec des livreurs, des gens du CLAP, avant qu'ils arrêtent de travailler, oui, en effet, on voyait des gens qui essayaient de faire tout comme il fallait au niveau des gestes barrières. C'est pour ça que cette journaliste de l'AFP me disait, c'est bizarre, en fin de compte, ces gens-là font presque de la pub aux plateformes. Et je n'ai pas pu dire autre chose parce que nous, on avait quand même un message à passer qui était de fermer les plateformes parce que c'était un vecteur de virus. Après, de toute façon, ces livreurs-là ne pourraient plus faire de reportage puisque je vous dis, ils ont arrêté de bosser. Ok, alors justement, là, comme tu viens de le dire, donc toi, tu penses donc qu'il faudrait fermer les plateformes. Petit point de précision. Là, quand j'explique en effet que tout un tas de livreurs sont irresponsables, souvent par immaturité, il faut bien comprendre que tout ça, c'est parce que les plateformes ont vachement recruté ce genre de personnes. Parce que le fait que ce ne soit pas des salariés n'oblige pas la plateforme à être responsable de justement l'irresponsabilité des gens qu'elle recrute. Tu vois le cercle vicieux en fait. On embauche des masses de gens, des jeunes qui sont précaires ou quoi que ce soit, qui ont besoin de bosser, voire des fois qui sont dans une dépendance criante, cruciale. Mais ces gens-là, on ne s'occupe pas de leurs responsabilités. S'ils sont irresponsables, ce n'est pas grave. L'important, c'est qu'ils livrent la bouffe en temps et en heure. Et après, évidemment, tout ça, c'est structuré par les plateformes. C'est dans le cadre d'une crise comme ça que ça devient dramatique. Mais encore une fois, je ne cherche absolument pas à faire porter, moi, la responsabilité sur les livreurs. Ils font ce qu'ils peuvent. On ne peut pas demander à des gens qui, justement, sont des très, très jeunes et viennent des fois de pays dans lesquels, oui, en effet, tout un tas de normes comme les nôtres n'existent pas. On ne peut pas demander à ces gens-là en un coup de dé, en un claquement de doigts, d'être hyper réglo. Et ça, les plateformes le savent. Enfin, je veux dire, tout le travail des réfugiés qu'on a dénoncé depuis 1 an et demi, Deliveroo, Uber, elles savaient très très bien que ces gens-là travaillaient. Enfin, leur travail, quand elles voient qu'une même application, l'application de Benoît ou de Jean-Bernard est multi, comment dire,
quand elle voit qu'un Jean-Bernard Chombier, par exemple, a 10 petits points en région parisienne, c'est que ce type-là, il a loué son application à 10 gars. Okay. Et ça, l'application, on ne va pas me dire qu'elle ne le sait pas, qu'elle ne le voit pas, sauf qu'elle laisse faire, en fait. Il faut qu'on fasse de la sensibilisation, il faut qu'on révèle ça dans les médias pour que Uber Eats, parce que c'est surtout eux qui profitent de cette manne, mettent en place une espèce de sécurisation via un selfie qui demande à un livreur de prendre un selfie à X moments définis. Et, ensuite, on s'aperçoit sur les réseaux sociaux que des tips, en fait, des trucs et astuces permettent à des livreurs qui ne sont pas les livreurs inscrits d'envoyer un message quand ils reçoivent cette demande de selfie, d'envoyer un message au gars à qui ils ont loué le compte. Le gars prend un selfie, le renvoie au livreur qui est sur le terrain, le livreur renvoie le selfie à la plateforme et continue à travailler. Donc, il y a des contre-feux, des pare-feux qui se sont mis en place, mais très, très vite, en fait. D'accord. Parce qu'on imagine aussi on imagine bien que les plateformes, ça les arrange d'avoir plutôt un profil de gens qui sont très, très précaires, qui sont corvéables, qui sont jeunes, qui n'ont pas connu un contrat de travail normal, qui ne savent pas parler français, plutôt que des profils justement de gens qui prennent conscience qu'ils ont des droits, qui ne veulent pas se faire avoir. C'est plus facile de sacrifier ce genre de… Voilà, mais c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé après 68 quand le patronat français est allé chercher les travailleurs immigrés parce que c'était des gens qui étaient moins revendicatifs que les gens qui avaient au moins des parents qui avaient vécu la guerre ou le Front populaire. Enfin, c'est comme ça que s'est construit, en fin de compte, toute cette désyndicalisation, en fin de compte, parce qu'après 68, ça faisait mal à plein de gens, quoi, économiquement parlant. Ouais. Et alors là maintenant, donc s'il y avait, tu avais une chose à demander au gouvernement, donc tu disais, c'est la fermeture des plateformes. Et qu'est-ce qu'on fait de tous les livreurs qui n'ont pas d'autre choix que de continuer à travailler pour payer leur loyer Alors là, ce qu'on a découvert il y a ces quelques jours, c'est qu'en fin de compte, des livreurs ont eu accès aux aides de l'État. Les aides de l'État on peut les avoir quand on est auto-entrepreneur. On a longtemps pensé que c'était compliqué et j'allais dire jusqu'aux dernières informations de Bruno Le Maire, fin mars, début avril, je pense qu'on n'y avait pas accès. Là, en fin de compte, les mesures ont été assouplies pour les auto-entrepreneurs et notamment les livreurs et les chauffeurs VTC. Donc là, on a quelques livreurs qui commencent à recevoir les aides de l'État. Donc à partir de là, c'est vrai que beaucoup de livreurs, je vous dis ceux qui sont arrêtés, vont toucher les aides de l'État. Le problème, c'est que tous les livreurs qui vont toucher les aides de l'État sont déjà des gens qui sont arrêtés, ne restent dans la rue que ceux qui ne vont pas y avoir accès. Et qui ne va pas avoir accès aux aides de l'État? Tous les livreurs qui louent des comptes. Et tous ceux, dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont ceux qui travaillent le moins en responsabilité. Pour faire du chiffre, il faut cramer les feux. Déjà, je le disais souvent, hors crise du coronavirus, on est payé à cramer des feux. On est payé de moins en moins. Donc forcément, on est obligé de récupérer cet argent par le temps, et le temps oblige à rouler de plus en plus vite et à cramer les feux. Donc ces gens-là n'ont pas accès aux aides, évidemment, qui vont essayer de faire du chiffre d'affaires quand même. Beaucoup de restaurants sont fermés. Il n'y a que entre 20 et 30% des restaurants qui sont toujours ouverts pour faire de la livraison. Donc forcément, il y a une baisse de chiffre d'affaires. Donc ces gens-là, qui sont des hyper précaires, ils vont rouler de plus en plus vite et évidemment qu'ils vont faire l'impasse sur tous les gestes barrières. Et donc, c'est ça, en fin de compte, qui est dramatique. Et c'est pour ça qu'on demande au gouvernement de fermer des plateformes de livraison. Même si j'entendais encore ce matin ou dans la semaine, Uber Eats a ouvert un partenariat avec Carrefour. Parce qu'on a tellement expliqué, démontré, prouvé que tout un tas de gens se faisaient livrer des conneries, en fait. L'affaire du Kinder Bueno, ou l'affaire des fraises Tagada, des bonbons Crema, ou que sais-je, des glaces Ben & Jerry. On est en guerre, mais les gens se font livrer des conneries. Tout ça, pourquoi? Pour jouer avec l'application, parce que Uber Eats a offert les frais de livraison. Et si on offre les frais de livraison, forcément que les gens qui se font suer chez eux, ils vont commander des conneries jusqu'à cette jeune femme qui a commandé un Kinder Bueno qui a fait les gros titres, on va dire, de Twitter il y a une dizaine de jours. Mais c'est pas pour le coup accessoire, c'est pas pour le coup, c'est un cas d'espèce. C'est un cas d'espèce comme le livreur dont je parlais tout à l'heure. Parce que tout un tas de gens se font comme n'importe quoi. Et donc, pour essayer de pallier à ce qu'on a démontré,
les plateformes créent des partenariats avec des commerces de distribution de produits soi-disant de première nécessité. Mais ce n'est pas parce que Uber Eats crée un partenariat avec Carrefour que les gens ne vont pas continuer à se commander des conneries chez Carrefour. Il faudrait limite faire une liste de ce qu'on peut pas commander. J'ai cru comprendre que les packs d'eau, on ne peut pas se faire commander un pack d'eau. Certes, un pack d'eau, c'est censé être vital, même si, bon, dans un pays comme le nôtre, l'eau du robinet est consommable. Mais bon, tu vois, il faudrait faire en sorte que la liste des courses soit une liste type, qui soit voilà, des produits de première nécessité, et pas se retrouver comme Amazon. Chez Amazon, c'est le même principe. Hein. Il y a une journaliste qui a enquêté sur le sujet, qui me racontait il n'y a pas longtemps qu'en fin de compte, il y a plein de livreurs Amazon qui sont choqués parce qu'ils livrent des sextoys, des gels lubrifiants, des trucs comme ça, des préservatifs. On me dit, mais on est en guerre ou c'est la fête? Donc, on voit bien que ce soit chez Amazon et chez les livreurs, c'est la même problématique. Le pire, c'est qu'en plus, chez Amazon, au niveau du son, là, je ne sais pas, Manon, si toi, tu entends bien, moi, ça coupe quand tu parles, là, tout d'un coup. Ah, là, c'est mieux, là, c'est bon. ok. Là, je ne te vois plus, par contre. Allô, allô? Oui, là, je t'entends, mais je ne te vois plus. Moi, je te vois. Ah, non, c'est bon. Ok. Et donc, oui, il y a un journaliste qui s'appelle Gurvan Krishnajaya, qui travaille pour l'IB et qui a bien montré il n'y a pas longtemps, il en parlait à Mouloud Achour, il expliquait que nous, si les livreurs, on a une quinzaine de clients par jour, une quinzaine d'immeubles dans lesquels on rentre, donc un immeuble, c'est une dizaine de points de contact potentiellement infectés, entre eux, les digicodes, les interphones, les portes, les sas, les lumières, les ascenseurs, les rampes d'escalier, ça fait une dizaine de points de contact sur un client. On en a 15 par jour, donc ça fait 150 points de contact. Un livreur Amazon, il a 150 clients par jour. Donc on imagine l'ampleur de la catastrophe. Amazon, c'est pas Deliveroo, c'est pas Uber Eats, c'est encore pire au niveau de la masse de choses qu'ils peuvent livrer. Sauf que encore une fois, ces livreurs étaient choqués de la futilité de ce qu'ils livraient parce que des fois c'est marqué sur le colis et puis la marque permet de remonter à l'origine du produit. Donc en fin de compte, oui, on voudrait que ces trucs-là soient fermés parce qu'il faut les fermer. Il faut absolument les fermer. Si ce virus est vraiment aussi grave qu'on l'imagine, et tout porte à croire qu'en effet, ce truc-là est la plus grosse merde qu'on ait eue depuis la grippe, la grippe espagnole, ou oui, c'est ça, la grippe espagnole, en France, du moins dans les pays occidentaux. Oui, tout ce qui est vecteur, qui ne soit pas crucial à la survie des gens, tout ce qui est vecteur devrait être endigué, en fait, qu'on devrait être stoppé. Et là, sous prétexte que les plateformes travaillent main dans la main, idéologiquement, avec ce gouvernement, on voit bien que là, qui est-ce qu'il y a dans la rue? La police, les soignants, les transports en commun et les livreurs. Alors la police, en effet, ils surveillent pour que les gens diffusent pas le virus. Le personnel soignant, évidemment, il sera à l'hôpital où il en revient. Les militaires, quelques militaires, les transports en commun, eux, en effet, ils font voyager ces gens-là. Et les livreurs Amazon ou Deliveroo, eux, ils sont encore dans la rue pour transporter quoi, des sextoys ou des Kinder Bueno. Ça n'a pas de sens. Sauf si on considère que la survie des plateformes, la survie économique des plateformes, parce qu'on sait qu'elles n'ont pas des masses de trésorerie d'avance, c'est des gens qui crament beaucoup de cash. Sauf si on considère que la survie des plateformes de distribution, qui en plus sont construits, on le disait tout à l'heure, sur un modèle de travail antisocial ou au moins désocialisant, la survie de ces plateformes-là est plus importante aux yeux du gouvernement que la survie des gens qui peuvent être en contact avec ces livreurs. Je ne parle pas que des livreurs, parce que ce n'est pas un livreur qui risque en effet, encore une fois, de se faire shooter par un camion. C'est un livreur qui risque de contaminer des dizaines de personnes par jour pour livrer des conneries. Et donc, je parlais des partenariats qui sont en ce moment construits entre les plateformes et les enseignes de grande distribution pour essayer en effet de se racheter une image. Parce que oui, en effet, ils vont livrer peut-être des pâtes ou du riz, peut-être des produits de première nécessité. Mais on voit bien qu'en fin de compte, ces produits de première nécessité devraient être livrés par une chaîne logistique mise en place par l'État, pas par le gouvernement, par l'État, parce que tout dans l'État, l'État sait faire les choses. Et je pense notamment à l'armée, puisque la Direction générale des armées, la semaine dernière, a lancé un appel à projet pour essayer de mettre en place une chaîne logistique pour justement
livrer des produits de première nécessité à tout un tas de gens partout. Des personnes isolées ou des personnes à mobilité réduite ou ce genre. Et puis même à tout un tas de gens qui n'auraient plus à sortir de chez eux. Si vraiment cette infection gagne en létalité, en fait, parce qu'on l'a vu hier, on a encore atteint des records hier, si on cumule les chiffres. Donc on voit bien qu'en fait, quand on n'est pas sorti de là-dedans et qu'on va toujours vers du pire, et que le pire, pour l'instant, en ce qui nous concerne les livreurs, c'est que le pire, c'est que les livreurs qui sont encore en activité sont ceux qui sont le moins consciencieux. Donc, ça ne fait qu'augmenter les risques, en fait. Et alors, tu disais que si les plateformes ont voulu se racheter une image en faisant ces nouveaux partenariats qu'on voit qui doivent se mettre en place avec Carrefour. Aussi, il y a 2 semaines, là, il y avait la possibilité aussi d'avoir des épiceries Deliveroo. Mais en fait, si elles ont besoin de se racheter une image comme ça, de montrer qu'il n'y a pas que des commandes de Kinder Bueno, il n'y a pas que des commandes de trucs complètement inutiles, est-ce que c'est pas parce que justement elles sentent qu'il y a la pression et qu'il y a une pression pour leur fermeture? Est-ce que c'est pas justement, ça signifie pas qu'on est sur la bonne voie, aussi bien sur la fermeture que plus largement, plus globalement, sur le fait qu'elles reconnaissent, de les obliger à reconnaître leurs travailleurs comme des salariés? Ah mais c'est évident que c'est un coup de com' en fait. Que ce soit le guide des bonnes pratiques qu'elles ont diffusé, qui était un copier-coller de ce que le gouvernement leur a dicté. En fin de compte, c'est surtout que le guide des bonnes pratiques, ce qui est intéressant de savoir, c'est que les livreurs, dont je parlais tout à l'heure, les plus consciencieux, les plus compétents, souvent donc les militants, n'ont pas attendu ce guide des bonnes pratiques gouvernementales pour eux-mêmes déjà mettre en place les guides des bonnes pratiques. Depuis début mars, avant le confinement, depuis qu'on commence à parler de pandémie, les livreurs qui savent très bien ce qui trimballent et les risques de propagation qui peuvent subir, les livreurs les plus compétents, les plus consciencieux ont mis eux-mêmes en place des gestes barrières. Comme le fait de faire descendre le client pour ne pas rentrer dans l'immeuble, le CLAP, toujours en scrutant les réseaux sociaux, on s'est aperçu qu'en effet, de plus en plus de livreurs faisaient descendre le client plutôt que de rentrer dans l'immeuble. Écoute, si tu veux te commander un Kinder Bueno, ok, tu te le commandes, mais je ne rentre pas dans ton immeuble, tu prends tes responsabilités et tu descends, quoi. Donc, tu te laves les mains en sortant de chez toi, tu te laves les mains en rentrant chez toi parce que tu as un lavabo, parce que du savon. Nous, on n'a pas ça sur nos scooters, sur nos vélos. Donc, voilà, le gel hydroalcoolique, c'est devenu à prix d'or, donc on n'en a pas toujours sur soi. Donc, tu veux te commander ce que tu veux, de la bouffe récréative, parce que ça n'est que ça. Tu prends tes responsabilités, tu descends, tu te laves les mains avant, après, bref. Le fait de faire descendre le client, il y en a certains, des clients qui se plaignaient sur Twitter que les livreurs leur demandaient de descendre. Il y en a un, il n'y a pas longtemps qu'on a chopé, parce que Twitter est un petit peu en effervescence de ce que certaines personnes peuvent avoir de pire. Et donc, on a vu qu'un type se plaignait, interpellait Deliveroo parce que le livreur l'avait fait descendre avec tous les risques que ça pouvait lui faire courir à lui, client. Donc, je suis tombé de ma chaise. J'ai dit, mais donc, lui, le client, il se plaignait que le livreur le fasse sortir, lui fasse courir des risques, alors que lui avait commandé, que sais-je, de trucs, et donc allait faire prendre les risques au livreur. Donc, on est sur une culture du larbinat, en fait. C'est grosso modo, moi je paye, et puis toi tu prends les risques à ma place, et surtout tu te recules de 2 mètres quand je prends mon repas. Donc le type, on lui est rentré dedans sur Twitter, il a supprimé son tweet et il est retourné chez lui, quoi. Je ne sais pas s'il se fait des pattes ou quoi que ce soit, mais tout ça pour dire qu'on voit bien qu'on est sur un effet, on est sur une perversité qui montre bien que le client, qui devrait être justement responsabilisé, il y en a qui le sont, mais s'octroie un privilège presque de cours, en fait, de dire moi je suis le client, donc je suis le roi, et donc le larbin, en fin de compte, pour utiliser un terme concret, le larbin, lui, prend le risque de vie ou de mort. Ma mère, quand elle était restauratrice, souvent, il y avait des clients qui étaient un petit peu moins sympas que d'autres, qui disaient pour la faire taire, quand elle rentrait dans un argumentaire, quand le client avait tort, le client, souvent, il y a cette phrase, le client est roi. Okay. Ma mère avait cette phrase, elle les regardait avec son petit sourire, elle leur disait, il n'est de bon roi, monsieur, qui soit bien éduqué. Donc, et si le type renchérissait, il disait, je vous rappelle qu'on est en France.
bim, et elle retourne en cuisine chercher son truc. Donc voilà, le client, il doit être aussi responsable que le livreur, que la plateforme. La plateforme devrait être responsable parce qu'elle devrait employer ces gens, ou au moins une partie des travailleurs. Une partie des livreurs devrait pouvoir avoir le choix d'être salarié. À partir du moment où il serait salarié, la plateforme serait responsable. Et on voit que c'est ce qui se passe en ce moment quelque part, parce que la plateforme a mis en place son espèce de guide des bonnes pratiques, qui est un truc ni fait ni à faire, mais elle l'a fait. Pourquoi? Parce que le gouvernement leur a dit, hé les gars, on sait très très bien que ce que vous faites, c'est du salariat déguisé. On a de plus en plus de mal à le défendre au niveau juridique, même au niveau politique, parce qu'on a vu tous les procès qui sont tombés, les décisions, que ce soit même la Cour de cassation. Donc, les gars, les plateformes, vous êtes bien gentils, mais faites au moins, prenez ces responsabilités-là. Et donc là, elles vont dire, oui, elles prennent des responsabilités parce que c'est la crise et parce qu'elles veulent se montrer comme des acteurs responsables. Sauf que quand on voit à l'heure actuelle que les plateformes, pour ne pas la citer, Deliveroo, offrent des pizzas ou offrent des repas au personnel soignant. Okay, on voit ça chez Hanouna. Hanouna fait de la pub à mort pour Deliveroo parce qu'ils offrent des pizzas au personnel soignant. Il faut savoir que Deliveroo, depuis 5 ans qu'ils existent en France, ils payent 0 cotisation sociale sur les milliers, les dizaines de milliers de livreurs qu'ils emploient. Les cotisations sociales, c'est la ligne cotisation maladie, c'est avec ça qu'on paye le personnel soignant. Donc, si une plateforme comme Deliveroo s'exonère des cotisations maladie sur les milliers de gens, c'est des millions qui ne vont pas payer des personnels soignants. Et après, on va leur offrir des pizzas. Mais qu'est-ce que c'est que des pizzas par rapport aux millions qu'on détourne, qu'une plateforme comme ça détourne, qu'une plateforme comme Uber Eats détourne, Glovo, Frishti, Foodcherry et toutes les plateformes de livraison. Donc, d'un côté, on s'exonère des cotisations sociales, mais de façon structurelle. C'est même pas qu'on s'exonère, c'est qu'on ne les paye pas, c'est du vol en fait, parce que la justice a parlé. Et après, on se rachète une conscience via Hanouna en allant offrir des pizzas. Je me suis un petit peu écarté et je ne sais pas si on n'a pas dévié un petit peu de la question. Non, pas du tout. On est complètement, vraiment en plein dedans. Hein. Et alors, peut-être pour terminer sur la question des mesures du gouvernement, donc là, donc comme tu disais, il y a les livreurs qui sont arrêtés, dont une partie a droit, donc c'est ceux qui ont droit aux aides du gouvernement donc c'est l'aide de 1 500 €. Hein, sur donc fermeture des plateformes. Et juste ma dernière question sur les mesures d'urgence, là, c'est qu'est-ce qu'on fait du coup si on ferme les plateformes de tous ceux qui sont en circulation et qui continuent parce que justement ils n'ont pas droit aux aides Oui, c'est ça en fait. Oui, j'ai digressé. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces livreurs qui louent des comptes, qui sont donc hors radar de l'URSSAF et qui ne peuvent pas prétendre à une indemnisation? C'est des sans-papiers donc. Voilà, des sans-papiers, les réfugiés, des gens comme ça. Ouais. Ces gens-là, on devrait pouvoir leur octroyer une aide aussi sur la base, ces gens-là ont un téléphone. Ils travaillent avec une application qu'un type leur loue. Sauf que ces gens-là, avec leur téléphone, ils peuvent très bien faire des captures d'écran. Voilà, je m'appelle, pardon de tomber dans le cliché, mais je m'appelle Mamadou et j'ai travaillé de tel jour à tel jour, de telle heure à telle heure, j'ai livré tel truc, j'ai fait des captures d'écran. Et donc, à partir de là, je pourrais prétendre à avoir cette indemnité. Qui sera versée comment? Je ne sais pas. Ce n'est pas le Trésor public qui va pouvoir verser ce quelque chose à ce sans-papier. Mais bon, après, passer par les associations de quartier, les associations qu'on connaît tous dans la rue, qui d'ailleurs, elles aussi, déjà, sont les premières à souffrir, pour que ces gens-là, qui sont des livreurs, puissent se déclarer et donc avoir accès à un minimum de façon à ce qu'ils n'aient plus besoin d'aller livrer. Parce que oui, en effet, si on ferme des plateformes, il y a tout un tas de gens qui ne vont pas avoir accès à ces aides. Notre travail au CLAP et à tous les syndicats CGT de province, c'est de reconnaître que ces gens-là travaillent et en même temps, permettre aussi à ces gens-là de dire « bon, ok, j'ai travaillé, je n'étais pas dans la légalité », mais surtout aller choper le gars qui leur louait le compte. Parce qu'il est là le truc, l'exploiteur. Les plateformes, déjà, sont des schémas d'exploitation et elles ont créé une espèce de dérivation d'hyper-exploitation. Donc déjà, un livreur lambda XY, dans la légalité, c'est un travailleur qui est sous-salarié. C'est un sous-salarié. On va dire que c'est un travailleur désocialisé. Mais en plus,
Ce travailleur désocialisé, vu qu'il gagnait moins d'argent parce que les prix s'étaient pété la gueule et qu'il était obligé de rouler plus vite, plus loin, et que c'était plus dangereux, il s'est dit, je vais me faire de l'argent non pas en roulant, mais en louant mon compte. Donc, en fin de compte, ce type-là a hyper précarisé des gens qui, en plus, on le sait, on connaît leurs conditions de vie, les migrants qui font la Manche, je les voyais quand je bossais sur le périphérique. Le jour où j'ai vu la première fois un migrant sur le périphérique, ça m'a choqué. Je me suis dit, où on est là? Et c'était pas, il n'y avait pas de bouchon. Le gars, il traversait pour aller faire, au cas où il y a un bouchon parce qu'il y aurait un accident, XY, le mec savait que s'il y avait un bouchon, hop, il pouvait faire la Manche. Je me suis dit, waouh, dans quelle vie on est, quoi, dans quel monde on est? On est à Paris, quoi, en 2020. Donc, on voit bien que ces gens-là sont des hyper précaires qui mériteraient, parce qu'ils prennent autant de risques que des gens, si ce n'est plus, autant de risques que tout un tas de gens, si ce n'est plus, ces gens mériteraient, devraient être arrêtés de travailler, devraient être indemnisés, devraient être régularisés sur le fait justement qu'ils travaillent pour essayer de s'en sortir. On parle des migrants, des pickpockets à la gare du Nord. Oui, d'accord, il y en a peut-être 1 sur 10 qui sont des pickpockets. J'en ai déjà vu, j'en ai déjà chopé un en flag, un pickpocket à la gare du Nord. Sauf qu'il y a des gens qui essayent de s'en sortir. Et ces travailleurs-là, ces migrants-là, deviennent des travailleurs, mais comme ils sont sans papier, ils passent sous les radars et ils se font juste exploiter par des gens. Il y a des gars qui prennent jusqu'à 70% du chiffre d'affaires. Tu gagnes 1000 balles, me fait gagner 1000 balles, je t'en rends 300. Mais pour le gars, 300 balles, dans un mois, il s'achète 2-3 bricoles et puis il survit, quoi. Et je parle de ceux qui se font payer parce qu'il y a tout un tas de gens, des gens qui nous racontent, en fait, ou qui racontent à d'autres gens parce qu'il y a des livreurs qui parlent un peu la même langue et qui arrivent à avoir accès à leurs informations. Des livreurs donc, qui louent un compte à un gars sur Facebook, qui trouve un compte. Le gars lui envoie les identifiants par SMS ou par Telegram, une messagerie cryptée. Le gars bosse 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Le gars le fait traîner pour le payer. Et en définitive, après 7 ou 8 messages de relance, de plus en plus énervé, le gars disparaît. Et donc, on n'a plus accès à lui. Et donc, le gars a bossé 2, 3, 4 semaines gratos. Et ça, multiplié par combien de personnes qui font ça partout en France? Donc, on voit bien que l'ubérisation, déjà, c'est désocialisant, et en plus, c'est hyper précarisant, mais de façon structurelle. Ouais, on est carrément dans de l'esclavage, là. Et aussi, une autre question qu'on n'a pas abordée, c'est la question donc là, dans la période des arrêts maladie. Deliveroo se vantait de donner 213 €, je crois que c'est ça, là, pour 230 € pour 2 semaines de boulot. Est-ce que tu peux nous parler de cette situation des arrêts maladie? Parce que donc, ça veut dire, là, on parle de celles et ceux qui sont, qui attrapent le virus, par exemple, sans forcément aller à l'hôpital, mais qui, du coup, sont malades et risquent là, manifestement, de le propager. Oui, alors Deliveroo, encore une fois, bravo pour ce truc-là. Bravo avec tous les guillemets qu'on peut y mettre. On a eu les 2 cas de figure. Et j'ai dans mon entourage un livreur à Bordeaux et une livreuse à Strasbourg, que je connais bien parce que c'est des livreurs militants. Jérémy à Bordeaux, il a développé les symptômes. Donc bon, on imagine bien que c'était pas autre chose que le Covid. Il s'est fait diagnostiquer, il a contacté Deliveroo. Deliveroo lui a envoyé un mail comme quoi, ok, il allait toucher 230 €. Ok. Donc on se disait de ce côté-là, voilà, c'est automatique. Tu chopes le truc, tu fais diagnostiquer, t'envoies le papier de ton médecin, la feuille d'arrêt de travail, pas l'ordonnance, et donc tu touches l'argent. Marine à Strasbourg, pareil, elle développe les symptômes, elle se fait diagnostiquer, elle envoie l'arrêt de travail à Deliveroo. Deliveroo l'appelle. Le même mec d'ailleurs qui avait appelé Jérémy à Bordeaux, Adrien, il s'appelle, de chez Deliveroo. Et là, Adrien lui explique à Marine qu'elle ne va pas toucher les 230 €. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, cette indemnité ne concerne que les livreurs qui ont travaillé régulièrement pour Deliveroo. Régulièrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il aurait fallu qu'elle fasse, sur les 4 semaines précédant son arrêt, 135 € par semaine. Là, tu vois, on rentre dans du calcul d'apothicaire, dans des comptes d'apothicaire, c'est qu'en fin de compte, pour avoir accès à cette indemnité, qui, dans la presse, par Deliveroo, a été dit, j'ai retrouvé l'article, tous les livreurs contaminés seront indemnisés. Tous. Eh bien, en fait, non. Si tu n'as pas fait 135 € par semaine sur les 4 dernières semaines,
tu ne l'as pas. Tu l'as pas, cette indemnité. Ce n'était pas le cas de Marine parce qu'elle n'avait pas travaillé, parce que ben, voilà, ses activités militantes lui avaient pris du temps et en plus, elle avait moins travaillé parce qu'elle refusait les courses avec des prix de 2 euros, 3 euros la course. Donc, elle les refusait. Donc, forcément, elle n'en avait pas beaucoup. Donc, elle n'avait pas 735 euros par semaine. Et donc, l'indemnisation lui est passée sous le nez. Donc, on voit bien qu'en fin de compte, d'un côté, dans la presse, encore une fois, opération de communication des livreurs, tous les livreurs qui seront malades seront indemnisés, tous. Et puis, dans la réalité, ah oui, mais non, mais toi, en fait, non, tu ne rentres pas dans les cases. Et des gens comme Marine, il n'y en a pas qu'un, quoi, il n'y en a pas qu'une. D'accord. Alors maintenant, pour terminer plus, donc une fois la crise sanitaire passée, qu'est-ce que ça nous aura appris sur le système Deliveroo et qu'est-ce qu'il faut changer sur du moyen long terme sur cette question de la livraison de repas à domicile? Sur du court terme, en fait, j'aime pas dire il faut parce que c'est un élément de langage assez. On doit, on doit faire en sorte que ces plateformes soient responsabilisées, qu'elles se rendent compte de ce que coûte le fait de mettre des milliers de gens dans la rue, payer de moins en moins et donc forcément les faire prendre de plus en plus de risques. C'est mathématique, quoi. Tu ne peux pas demander à des gens de rouler le plus vite possible dans la rue en les payant de moins en moins parce que forcément, il y a un moment pour gagner au mieux autant qu'avant, tu es obligé de prendre plus de risques. Et ces risques-là, tu les payes dans ta chair. Je parle même pas de la crise du Covid. Donc forcément, elles font ça parce qu'elles ne sont pas responsabilisées, parce que tout le travail de l'ubérisation est ce qui fait que des investisseurs misent des millions, des centaines de millions, voire des milliards pour Uber. Si des investisseurs misent là-dessus, c'est parce que justement, ce qui coûte cher à une entreprise, c'est son devoir de responsabilité. C'est ce qu'elle doit mettre en œuvre. Les machines, il faut qu'elles soient aux normes. Et donc, pour acheter une machine aux normes, ça coûte évidemment plus cher que d'acheter une machine qui n'est pas aux normes. Et donc, à partir du moment où l'outil de travail du livreur, ce n'est pas son vélo, ce n'est pas son scooter, c'est son application, il faut que l'application, elle aussi, soit normalisée, de façon à ce que les plateformes ne puissent plus faire n'importe quoi à n'importe qui. Pour moi, c'est la définition de l'ubérisation, ce n'est pas celle qu'il y a dans le DICO, qui dit que grosso modo, c'est une disruption d'un modèle économique par rapport à un outil numérique qui vient moderniser le business model, un truc comme ça, tu vois. Non, pour moi, la définition de l'ubérisation, c'est faire à n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Donc, à partir de là, il faut que cet outil algorithmique, qui est utilisé par des dizaines de milliers de personnes, soit normalisé. Et pour le normaliser, il faut mettre des informaticiens, de l'inspection du travail, je pense qu'il y en a, des gens qui travaillent sur le numérique, parce que de toute façon, même si on n'a pas, il va en falloir, des gens qui soient formés pour analyser un algorithme, pour analyser une application, parce que c'est un nouvel outil de travail. Donc, de la même façon que une découpeuse, un massicot dans une imprimerie, il a des règles de sécurité. On peut pas couper une pile de papier si on n'a pas les deux mains sur un seul bouton. J'ai bossé en imprimerie, donc voilà, ce qui empêche d'appuyer sur un bouton et en même temps de régler les papiers et se faire trancher la main. Non, il faut qu'on ait les deux mains occupées. Et bien là, une application, quelque part, il faut que ce soit la même chose. On ne peut pas recevoir une notification quand on roule, par exemple, comme ça. Ça nous arrive, une notification de course quand on roule. Parce que quand on a besoin d'une course, quand on attend cette course-là, on roule. Boulevard Sébastopol à Paris, on roule, on reçoit une notification, hop, on s'arrête, on cherche son téléphone, le téléphone il tombe, que sais-je, et puis on se pète la gueule, et puis là il y a un bus qui passe, ou un camion poubelle, ou que sais-je, quelqu'un qui roule dans sa voiture et qui regarde ailleurs. Il est là le danger en fin de compte. Rien que sur un exemple concret comme ça, voilà, il faut que les autorités, inspection du travail, comme on dit, les partenaires sociaux, donc les syndicats, puissent mettre le nez dans ces outils-là, dans ces outils de travail, parce qu'un algorithme, une application devient un outil de travail. À partir du moment où ça devient un outil de travail, on doit savoir, les autorités du travail, on doit savoir comment ça fonctionne. Enfin, je veux dire, c'est la base. Après, j'aurais pu parler de dialogue social, de choses comme ça, mais bon, c'est un vaste sujet et on y travaille déjà. Mais par contre, ce qui est très, très important, c'est justement cet outil-là, l'algorithmie, et le fer de lance en fait, de ces plateformes-là, parce que pour l'instant, elles font ce qu'elles veulent. C'est open bar, c'est on va dire la fête du slip, parce qu'elles peuvent
travailler sur les prix, travailler sur le nombre de commandes. On ne sait pas comment un livreur est contacté par l'application. Qu'est-ce qui fait que c'est lui qui a la commande à tel instant? Il y a des livreurs réfléchissent. Je parlais tout à l'heure des réseaux sociaux. Et différentes réflexions nous amènent à croire qu'un livreur qui a une commande, c'est parce que l'algorithme sait que lui, il coûte moins cher qu'un autre. Comment un livreur coûte moins cher qu'un autre? Un livreur qui accepte plus facilement des commandes, c'est quelqu'un qui, psychologiquement, est davantage dépendant, a davantage faim, a davantage besoin de travail. Donc, quelqu'un qui accepte plus facilement des commandes, parce qu'on a la possibilité sur l'application de refuser une commande. Et donc, quelqu'un qui en accepte davantage, c'est quelqu'un à qui on va pouvoir donner des commandes moins chères qu'à d'autres. Parce qu'on a vu 2 livreurs l'un à côté de l'autre, un recevait une commande à 5,62 €, il la refusait, pas content, difficile. Celui qui était à côté de lui, son pote, la recevait à 4,83 €. Eh ben, lui, il l'acceptait. Donc, on voit bien qu'en fin de compte, c'est l'outil de l'algorithme permet de faire jouer les tarifs sur l'offre et la demande. Si tu acceptes tout, tu vas accepter tout jusqu'au plus bas, en fait. C'est pour ça qu'on est passé en 4 ans de 7,50 € pour faire une course petite distance, genre 600 mètres. On est passé de 7,50 € il y a 4 ans à 2,60 € maintenant. Et donc, quand on sait que le modèle des plateformes est quelque chose qui est vachement porté politiquement, pas simplement qu'économiquement, c'est porté politiquement, c'est un projet, quoi. C'est un projet de société, l'ubérisation. Quand Macron nous dit en 2017, chez Mediapart, tout le monde peut-être qui s'intéresse au sujet se souvient de cette phrase, il vaut mieux qu'un chauffeur Uber, on parlait des chauffeurs Uber à l'époque, il vaut mieux un chauffeur Uber qui soit payé entre 3 et 4 € de l'heure, plutôt qu'il aille tenir les murs ou vendre de la drogue. Tu vois le projet politique et tu vois le projet idéologique et dogmatique. Alors, c'est marrant parce que ces mêmes personnes qui s'opposent à ce qu'on fait au CLAP ou ce qui s'opposent à moi sur les réseaux sociaux nous reprochent souvent à nous d'être dogmatiques. On est dogmatique parce qu'en face, on a des dogmatiques. On est idéologique parce qu'en face, on a des idéologies. Ce n'est pas économique. En fait, le projet Uber, ce n'est pas un projet économique parce qu'on se retrouve face à des plateformes, Uber, Deliveroo, pour ne citer qu'elles, qui, 4 ans après leur création, crament des millions, voire des milliards, sans en gagner. Donc, on voit bien qu'un projet économique qui perd des milliards depuis 5 ans, depuis 10 ans pour Uber, ce n'est pas un projet économique qui est très, très viable. Pourtant, des gens continuent à investir des milliards dans cette économie-là. Donc, on voit bien que c'est un projet politique. De la même façon que Emmanuel Macron en France, on a un exemple assez typique. Il est arrivé de nulle part, il est sorti de nulle part. Grosse opération de com pendant les élections, et puis il est parti comme une traînée de poudre. On a flingué les adversaires sur le côté pour qu'ils montent de façon complètement artificielle. De la même façon que Uber, en fin de compte, Uber, ils sont arrivés, des milliards en com, ils ont flingué les taxis, la licence a baissé de moitié, comme le PS a perdu la moitié de ses électeurs, ou LR de la même façon, les taxis et les opposants politiques, ou les régimes politiques qu'il y avait avant, les forces politiques qu'il y avait avant, c'est la même chose. Uber a disrupté de la même façon qu'Emmanuel Macron a disrupté. Et donc, on voit bien que tout ça, c'est porté par une économie, l'ubérisation, qui est le projet politique in fine, parce que tout ce que fait Muriel Pénicaud en taillant dans le vif du Code du travail, tout ça, c'est pour permettre à des gens de se faire virer plus facilement. La loi travail, Pénicaud et tout ça, les allègements, les plafonds prud'hommes, tout ça, ça permet de virer des gens. Et ces gens-là qui vont se faire virer du salariat vont être captés par les plateformes. Alors aujourd'hui, c'est les plateformes de livraison et de transport, mais demain, ça sera des plateformes de tout un tas de choses, parce qu'on voit que le projet Uber, c'est de plateformiser tout un tas de tâches, en fait, qui seraient des prestations de services. Sauf que dans un pays comme la France, qui est devenu un pays d'hyper-tertiarisation, quel métier n'est pas une prestation de service plateformisable, pour ne pas dire ubérisable? Donc on voit bien qu'en fait, le projet d'Emmanuel Macron, c'est tout le monde avec 5 ou 6 multi-jobs sur des plateformes toute la journée. Et puis on va se retrouver, comme dans le film de Ken Loach, avec cette dame, cette femme, je ne sais pas si tu as vu le film, qui va d'aide ménagère en aide ménagère, qui va de famille en famille, qui compte ses heures et qui au final n'est payée que quand elle est chez quelqu'un. Mais tous les temps de trajet, eux,
Alors que la responsabilité d'une entreprise, c'est de prendre en charge ne serait-ce que le trajet d'un salarié. Et bien là, il n'y a plus rien qui fonctionne. Il n'y a plus rien, on n'est payé vraiment que quand on travaille. Un livreur n'est payé quand il a son sac plein pour aller chez le client. Okay, le temps d'attente n'est pas payé. Le temps de retour de chez le client sur la zone de chalandise n'est pas payé. Donc on voit bien qu'en fin de compte, les 2/3 du temps de travail, d'astreinte en fait, du livreur n'est pas payé. Et ça, mais c'est le rêve du patronat. C'est pas simplement le rêve d'Uber et de Deliveroo, c'est le rêve du patronat de ne plus payer les gens que quand ils effectuent la tâche. Puis si la machine, dans une usine, la machine tombe en panne, il y a un service, on la répare, c'est sur le temps de travail. Oui. Là, le vélo ou le scooter, Il tombe en panne. Alors déjà, c'est ta machine à toi. Et puis, si elle tombe en panne, ben, c'est du manque à gagner, parce que non seulement tu payes les réparations, et en plus, tu perds du temps, du chiffre d'affaires en moins. Quand tu pars en vacances, c'est pareil. Alors là, on va me dire, oui, ben, les indépendants, ça a toujours été le cas. Enfin, on n'a pas découvert le travail indépendant avec les plateformes. Sauf qu'un travailleur indépendant, jusqu'à il y a 5 ou 6 ans, c'est encore le cas pour les professions réellement indépendantes, c'est quelqu'un qui se crée un capital sur la base de ses compétences. C'est pour ça que je me fight avec tout un tas de défenseurs de l'auto-entrepreneuriat depuis 5 ans. Je dis oui, mais les auto-entrepreneurs, la fédération des auto-entrepreneurs notamment, c'est des gens en effet qui sont réellement dépendants. Je dis oui, vos auto-entrepreneurs heureux, les développeurs, les consultants, des choses comme ça, tu vois, des gens qui ont un fort capital, une forte qualification à pouvoir monnayer. Sauf que des auto-entrepreneurs sans qualification, eux, pour le coup, ils sont corvéables à merci, comme tu le disais. Et donc, en fin de compte, on n'est pas sur le même type d'indépendant. Ouais. À partir de là, on rentre dans de l'hyper-exploitation. D'accord, mais je pense que ça faisait une bonne conclusion. Surtout, je pense que tu nous as bien montré comment, au-delà de la question de la défense des livreurs, juste des livreurs, comment en fait se battre contre ce système, c'est aussi se battre pour préserver les acquis sociaux, le code du travail de l'ensemble des travailleurs, et c'est se battre contre justement le fait de jeter tout ça à la poubelle et contre un projet politique qui voudrait justement jeter tout ça à la poubelle pour revenir au paiement à la tâche que tu as bien décrit. Je ne sais pas si tu vois d'autres choses, des points qu'on n'a pas abordés que tu voudrais aborder. On a pas mal fait le tour de la question. La représentation, le projet, le Xème projet de La République En Marche, à l'issue justement du procès que Uber a perdu au mois de février. Il y a eu cette décision de la Cour de cassation qui, là, pour le coup, tire la Xème balle dans le genou de l'ubérisation. Donc, en effet, un travailleur Uber, un chauffeur Uber, est un salarié déguisé. La Cour de cassation, elle a été très ferme là-dessus. À partir de là, on voit que Muriel Pénicaud s'est elle-même prononcée pour mettre en place une commission gouvernementale qui va travailler à essayer de trouver une solution. La solution la plus probable, c'est un tiers statut entre ni vraiment salarié, ni vraiment indépendant. C'était un espèce de truc, pour le coup, officiel, ce qu'ont créé les plateformes, en fait. Un livreur, c'est ni un salarié, ni un indépendant. Ça a les inconvénients des deux, sans en avoir les avantages. Donc, on voit bien que là, tout le travail de La République En Marche, ça va être de construire ce troisième statut. On voit qu'il existe dans d'autres pays en Europe. En Angleterre, il y a les workers. En Italie, il y a les cococo. Je ne sais plus exactement ce que ça veut dire. En Espagne, il y a les trados. C'est les trados. Et puis en Allemagne, il y a ce qu'on appelle les midi jobs. En fin de compte, voilà, cette espèce de tiers statut qui fait que justement, on n'est ni droite ni gauche, ni salarié, ni indépendant. Encore une référence, un parallèle. Et donc, on voit bien que c'est le truc ultime, en fait, ce truc-là. Si vraiment il y a un troisième statut, comment s'appelle cette dame? Olivia Montel, je crois, qui a fait un rapport à la DARES il y a 3 ans, expliquait qu'en fin de compte, pour l'instant, il y avait 2 statuts. Indépendant, salarié. Et donc, au milieu, il y a une frontière floue. S'il y a un troisième statut, il y aura 2 frontières floues sur lesquelles, évidemment,
les plateformes, mais pas simplement les plateformes, tout le patronat français, tout le CAC 40, tout le MEDEF vont s'engouffrer parce que pour le coup, il n'y aura plus ni salariés ni indépendants, il y aura cette espèce de travailleurs précaires, peu qualifiés, mais par contre hyper corvéables. Et c'est ce sur quoi devrait s'arc-bouter, non pas la France insoumise, mais toute l'opposition. Et on sait que l'opposition, là, pour l'instant, elle pèse encore. J'espère que les gens vont comprendre qu'il y aura une espèce d'union sacrée autour de ce troisième statut, parce que le troisième statut, c'est la boîte de Pandore en fait, du MEDEF. Si vraiment ce truc-là arrive à passer, je vous promets que le salariat n'en a plus pour longtemps. Il faut être conscient de ça, parce que si maintenant 80% des travailleurs sont salariés, donc sont protégés, même si le salariat a été pas mal taillé depuis 2016, un peu depuis les lois El Khomri, on devrait s'arc-bouter pour que ça ne passe pas, pour que ce troisième statut n'existe pas. Parce que là, pour le coup, le vrai projet de libéralisation, il est là, en fait. Le vrai projet politique, il est là. C'est créer en France le pays du droit du travail, ce troisième statut, qui va être mais une bombe atomique, en fait, sociale. Très bien. Mais merci pour tout ça, Jérôme. C'était très riche comme audition. Merci, merci. Merci à vous. Attends, je coupe l'enregistrement. Ouais. Voilà. Vous voulez voir Ouais,